Bonjour et bienvenue à Arrêt sur le monde. Je m'appelle Frédéric Méran, je suis professeur de sciences politiques, directeur scientifique du Cerium et votre animateur cet automne. L'épisode d'aujourd'hui constitue la deuxième partie de notre série spéciale sur les GAFAM. Pour ce second épisode, nous abordons le lien entre GAFAM et justice fiscale. La pandémie de la COVID-19 a une fois de plus montré l'énorme richesse des GAFAM qui, contrairement aux petites et moyennes entreprises, ont engrangé des profits sans précédent. Une des raisons qui explique leur richesse, c'est le fait qu'elles paient très peu d'impôts. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Alain Deneau, philosophe, auteur, bien connu, professeur de philosophie et directeur de programme au Collège international de philosophie à Paris. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, pendant la pandémie, les GAFAM se sont enrichis dans des proportions sans précédent. À la fois leur vente, donc la consommation que nous faisons de ces plateformes plusieurs heures par jour désormais, mais également leurs valeurs boursières ont explosé et pendant ce temps, leurs impôts n'ont pas particulièrement augmenté. Alors, on va parler de tout ça, mais peut-être qu'on pourrait commencer par d'abord poser la question des grands enjeux qui entourent le pouvoir économique grandissant des multinationales et particulièrement des GAFAM, selon vous. Comme toute multinationale, les entités dont on parle, Google, Amazon, Facebook, ainsi de suite, n'existent pas en droit, pour ainsi dire. C'est un paradoxe. Elles existent de fait, on le sait. Mais en droit, une multinationale, par exemple dans le domaine de l'informatique ou de la distribution au détail en ligne, est une myriade d'entités indépendantes les unes des autres. C'est pour ça qu'on parle d'un groupe très souvent. C'est un groupe d'entités créées en fonction du droit des différentes législations où elles existent. Et l'expression en cela de multinationale est tout à fait juste, en fait, pour penser ces entités-là, parce qu'elles constituent un réseau de structures multinationales, donc présentes dans plusieurs nations à la fois, et donc existant de tous les côtés des frontières législatives et nationales. Donc, une entreprise multinationale est une entreprise, pour le dire autrement, qui ne connaît pas de contre-pouvoir, puisqu'elle se déploie sur une échelle sur laquelle aucun État ne peut légiférer. Les États-Unis ne peuvent pas légiférer quant à ce que fait Google à l'extérieur des États-Unis. La France ne peut pas légiférer sur ce que fait Total à l'extérieur de la France, et ainsi de suite. Le Canada ne peut pas légiférer sur ce que fait Bombardier à l'extérieur du Canada. Donc, les entités multinationales ont une position de surplomb quant aux États, et c'est-à-dire quant aux différents droits dans le monde, aux différents régimes de droit, et elles peuvent ainsi coordonner les entités qui en font partie en fonction de leurs intérêts et surtout en fonction, je dirais, de la permissivité des États. C'est-à-dire qu'on crée au fond des structures là où le droit est permissif et là où on peut mener des opérations sans entrave. Il faut vraiment comprendre que ces entités qui constituent la multinationale sont indépendantes les unes des autres en droit. Shell a des centaines de filiales et de structures dans le monde qui sont des entités indépendantes qui peuvent entre elles s'envoyer des factures, se prêter de l'argent avec intérêt, se poursuivre en justice et deviennent folles. Mais l'entité Shell, l'entité Google, l'entité Amazon n'est pas un sujet de droit. Ne sont sujets de droit que ces entités particulières. Et en cela, je compare la multinationale à une pieuvre dont on ne voit pas la tête quand on est dans un État, parce que tout ce qu'on voit, c'est le tentacule qui est présent chez soi. Justement, donc vous avez travaillé sur les minières qui se déploient à l'échelle de la planète, mais qui ont parfois un siège social au Canada, ou sur les pétrolières qui, de la même manière, sont à l'échelle de la planète, mais qui peuvent avoir un siège social en France. Ces entreprises, ces multinationales, d'autrefois, pourrait-on dire, avaient une présence physique dans plusieurs pays. Aujourd'hui, avec les GAFAM, leur présence est souvent virtuelle. Elles ont relativement peu d'employés. Elles n'ont même pas besoin d'avoir d'installation
dans les pays où elles opèrent. Est-ce que pour vous, ça fait une différence fondamentale dans la façon de penser les multinationales d'avant les géants du numérique et ce qu'on voit aujourd'hui? Il y a sûrement, effectivement, par cette existence plus ou moins virtuelle, une capacité à agir en étant, au fond, hors de portée d'un État qui se voudrait contraignant, mais je ne crois pas sincèrement que ce soit là l'essentiel. Je pense que le problème majeur, c'est la multinationale, quel que soit son secteur d'activité, parce qu'elle arrive à exister sous la forme de l'ubiquité tout en disparaissant quand cela lui convient. Je donne un exemple. Google, à l'échelle mondiale, ne paie pratiquement pas d'impôts. C'est à peu près le 5e d'un pourboire qu'elle verse aux États en termes d'impôts. Pourquoi? Je reviens à mon modèle de tout à l'heure. Parce que Google n'existe pas. Ce qui existe, c'est une myriade de structures que le conseil d'administration coordonne. Et ce conseil d'administration peut très bien, par exemple, confier les droits de propriété intellectuelle de la marque Google, de son logo, l'usage de la marque, disons, à une société des Bermudes. Cette société des Bermudes a le loisir, à la fin d'un exercice financier, d'émettre des factures auprès de toutes les entités du groupe en disant à Google Hollande, à Google France, à Google Japon, à Google Brésil, à Google où que vous soyez, vous nous devez des redevances parce que vous utilisez la marque Google et c'est nous, petite filiale des Bermudes, qui en sommes titulaires. Et c'est ce qui explique que la firme ne paiera presque pas d'impôts parce qu'il est très difficile en droit d'établir ce qui est le juste prix de l'utilisation de la marque Google puisqu'il n'y a pas de pendant. Donc, vous imaginez que les factures sont salées. Donc, comment est-ce que cela fonctionne? Vous pouvez très bien avoir Google au Canada qui dit à l'Agence du revenu du Canada, au moment de déclarer ses impôts, son revenu, oui, on a une activité fort importante chez vous, mais on reçoit de notre partenaire des Bermudes une facture tellement salée pour utiliser notre marque au Canada que cela revient à peu près à l'équivalent des bénéfices qu'on ferait si on n'avait pas cette facture. Bon. Oui, et Et c'est on pour ça peut qu'on a aussi vu que... Ouais, pardon. Et on peut, peut-être un dernier point, on peut aussi arbitrairement situer où est le tiroir caisse. Allez dans la librairie de votre quartier, une librairie indépendante, acheter un ouvrage qui vous intéresse, un roman, peu importe. Cette librairie-là, déjà existe dans le pays où vous êtes, elle paie des impôts fonciers dans la ville où vous êtes, son personnel est là où vous êtes, et lui-même, s'il a un bon revenu, va payer un peu d'impôts et va dépenser son salaire de toute façon dans la vie du quartier. L'entité, si elle est bénéficiaire, paiera également des impôts. Elle participera à la vie communautaire. Commandez le même ouvrage sur Amazon et l'opération sera faite de telle sorte qu'on estimera que le tiroir caisse est aux Bermudes ou aux Bahamas. Et c'est là-bas qu'on va estimer que la transaction a eu lieu. Et donc, il y a toute une partie des actifs qui restent en circulation dans sa communauté lorsque vous allez voir votre librairie du coin, qui seront internationalisés, qui seront extraits de la vie économique de quartier. Votre analyse des multinationales, elle mérite de nous rappeler qu'en effet, cette question de la justice fiscale et des multinationales précède les fameux GAFAM. Il y a quelques années, encore en Europe, par exemple, Starbucks aussi pratiquait une optimisation fiscale qui a été condamnée d'ailleurs, simplement avec des transferts, comme vous les avez décrits, de droits de propriété intellectuelle entre différentes juridictions. Mais en ce moment, on entend en tout cas à l'OCDE, dans le cadre du G20, dans le cadre de l'Union européenne aussi et aux États-Unis, des initiatives pour tenter de réglementer la fiscalité des multinationales à l'échelle de la planète. Quelle lecture vous faites de ces efforts? Est-ce que vous pensez que ça va dans la bonne direction, que c'est le bon niveau d'action ou est-ce que le problème est ailleurs?
Le problème est ailleurs. Personnellement, je n'y crois pas. Je pense qu'on peut peut-être faire des avancées à la marge, mais c'est un leurre de nous faire croire, et je pense que c'est une opération visant à gagner du temps, que les enjeux dont on parle aujourd'hui sont techniques. Parce qu'à l'OCDE, c'est ainsi qu'on les aborde. On se dit, ah, vous voyez, c'est pas que c'est compliqué, on met 200 législateurs dans une même salle et on essaie d'harmoniser des régimes fiscaux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Vous imaginez pas le casse-tête, ça va prendre des années, mais on fait des avancées, puis à la marge, on va peut-être pouvoir aller chercher quelques points d'impôt, toujours auprès, au fond, si on fait une lutte des classes à l'intérieur des oligarques, là, chez les petits tricheurs parmi les très grands, quoi. Le problème, à mon sens, il n'est pas là. Déjà, quand l'OCDE avance des mesures qui se veulent contraignantes, on met de côté beaucoup de choses, notamment le statut des multinationales comme tel, comme sujet de droit qui n'est pas abordé, et c'est le nerf de la guerre. Là, si on n'est pas capable de reconnaître que Total, que Shell, que ExxonMobil, que Apple, que Microsoft, que Google sont des entités une et pas 950 filiales dans 120 pays, hein, qui, d'une manière indépendante et autonome, font des affaires entre elles, on ne pourra pas cerner le problème, bon, d'une part. D'autre part, il y a toute la question de la propriété intellectuelle qui n'est pas abordée. Et il y a là aussi beaucoup de façons de déjouer les règles qui ont été développées ces dernières années sur l'abus des prix de transfert. Vous voyez, le prix de transfert, c'est justement quand une entité, quand deux entités d'un même groupe font des affaires entre elles. Bon, ben, il y a quelques décennies, c'était complètement fou. On pouvait vendre un rouleau de papier de toilette à 8 000 $ simplement pour transférer des fonds d'un pays où il y avait une fiscalité responsable à un paradis fiscal où les bénéfices n'étaient pas imposés pour faire en sorte qu'il y ait le plus de fonds possible dans les actifs, dans les comptes bancaires des entreprises créées dans les paradis fiscaux plutôt que dans les États où une fiscalité digne de ce nom existe, hein, comme dans nos États de droit. Bon, on a réglementé, hein, pour que ça ne se fasse plus, et la règle consiste à dire qu'une transaction entre deux entités d'un même groupe, hein, doit respecter les prix du marché. Bon, mais qu'est-ce que c'est que le marché de la marque Google? Qu'est-ce que c'est le marché de la marque Starbucks? Il n'y a pas de façon d'établir. Donc, l'arbitraire continue de régner. Et donc, sur les droits de propriété intellectuelle, Starbucks peut effectivement dire à une autorité fiscale d'un pays occidental, j'ai beau avoir des boutiques à tous les coins de rue des grandes villes de votre pays, je ne fais pas un rond parce que ma filiale des Bermudes ou des Bahamas ou de l'Irlande me facture des droits d'utilisation de ma marque, de mon logo, des redevances qui sont l'équivalent de ce que j'engrange comme bénéfice potentiellement chez vous. Donc, je ne fais pas d'argent en termes névrotiquement comptables, quoi. Et c'est un vrai problème qu'il faudra aborder, par contre, d'une façon non technique, c'est-à-dire d'une façon diplomatique, c'est-à-dire comme le fait Margaret Vestager dans le cadre de ses responsabilités comme commissaire à la concurrence à l'Union européenne, dans le cas de l'abus, hein, sur un plan fiscal de Apple. Comme on l'a vu ces dernières années. Si vous me permettez, je peux rappeler ce cas-là qui est emblématique. Margaret Vestager est une commissaire qui, elle, entend faire la lutte aux abus, à l'évitement fiscal, de la part des grandes entreprises en Europe. Elle n'a pas d'instrument pour le faire parce contrainte dans une structure qui est ouvertement libérale et permissive, celle de l'Europe, mais elle a quand même trouvé des façons de tordre les instruments qu'elle avait à sa disposition pour contraindre l'Irlande, en tout cas tenter de le faire, de revoir avec un succès fort mitigé, là, mais au moins sur le plan de la prise de conscience, il s'est passé quelque chose. Elle a fait en sorte que l'Irlande considère, à tout le moins, ces mesures fiscales qui amènent les grandes entreprises en Europe à s'inscrire en Irlande pour inscrire artificiellement des actifs dans ses comptes irlandais quant à des revenus qu'elle a générés grâce à sa présence dans d'autres pays européens. Et qu'est-ce qu'a dit Margaret Vestager? C'est là où ça devient intéressant. Elle a dit l'Irlande abuse de son pouvoir législatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Irlande vote des lois en matière fiscale et prévoit des structures en matière fiscale qui consistent à légiférer sur la façon dont le capital est généré à l'extérieur de ses frontières.
Bon, donc, au fond, les paradis fiscaux et l'évitement fiscal s'expliquent par le fait que des pays abusent de leurs droits législatifs et commettent, on pourrait dire, de l'ingérence politique. Parce qu'elles légifèrent sur la façon dont sera administré et imposé un capital qui est généré à l'extérieur de leurs frontières. C'est exactement ce que font par ailleurs les Bahamas, les Bermudes, les îles Vierges britanniques, Hong Kong, le Luxembourg et tous ces pays à fiscalité réduite. C'est-à-dire qu'elles votent des lois, elles permettent la création de structures qui peuvent déclarer des revenus qui ont été générés ailleurs, ce qui est une façon de légiférer sur une activité qui a lieu à l'extérieur de ses frontières. Imaginez ce que dirait la Belgique si le Canada décidait tout d'un coup de légiférer sur la façon dont les sociétés belges allaient être imposées. C'est ridicule, mais c'est exactement ce qui se passe. Et donc, la lutte au phénomène vraiment inquiétant de l'évitement fiscal, parce qu'on en paye tous le prix. Nous, comme universitaires, on voit très bien comment les universités sont sous-financées. Quelqu'un qui travaille dans le domaine hospitalier dira la même chose dans l'appareil judiciaire ou ailleurs, ou dans la culture, par rapport au logement, par rapport aux programmes sociaux. On voit bien que l'État est continuellement en train de nous dire qu'il n'a pas d'argent, parce qu'il n'impose pas les grandes entreprises qui pourtant engrangent des bénéfices pharaoniques chez nous. Bon, eh ben, l'approche qui convient pour faire la lutte à ce phénomène-là, c'est une approche diplomatique. C'est pour ça que lorsqu'il y a une crise du genre Paradise Papers, LuxLeaks et le reste, quand on apprend qu'il y a des listes que des journalistes ont acquises pour faire le point sur l'énorme phénomène d'évitement fiscal, ce ne devrait pas être à la ministre du Revenu de réagir, mais au moins au ministre des Affaires étrangères et au premier ministre de dire il n'est pas normal que les Bahamas, que le Panama, que les Bermudes, que les îles Vierges britanniques votent des lois qui permettent à des entreprises d'intégrer artificiellement des actifs dans leur compte bancaire là-bas qui ont été générés en raison de leur activité chez nous. Ce n'est pas viable et c'est sur un plan diplomatique qu'on réglera ces questions-là. Alors, je ne veux pas nécessairement revenir dans le détail sur le cas Apple en Irlande, mais je voudrais souligner l'ironie de ce cas-là, c'est qu'effectivement, la Commission européenne voulait forcer l'Irlande à lever les impôts qu'elle devait lever, et c'est le gouvernement irlandais qui disait non, non, nous, on ne veut pas lever d'impôts, on ne veut surtout pas attaquer Apple, parce qu'évidemment, en ayant une petite proportion des bénéfices d'Apple à imposer en Irlande, c'est déjà beaucoup d'argent pour un petit pays comme l'Irlande, mais comme vous le dites, ça prive tous les autres pays des impôts auxquels eux, ils auraient droit. Et en vous écoutant, j'ai l'impression que l'approche diplomatique se rapproche quand même de ce qui ressemblerait à une forme de gouvernance supranationale de la fiscalité. Est-ce que c'est quelque chose que vous soutiendriez? Et puis, finalement, derrière ça, qu'est-ce que c'est la justice fiscale, autant au niveau national qu'au niveau international? Comment est-ce qu'on peut réfléchir à des principes qui pourraient être communément acceptés par tous et à toutes en matière de justice fiscale? Ouais, bon, je ne pense pas qu'il faille réfléchir en termes d'une agence fiscale mondiale. Parce que, en termes réalistes, il s'agit d'une avenue qui est vouée à l'échec. Il suffit de voir le bilan fort peu reluisant de l'OCDE dans son entreprise en ce sens. Il faudra un jour, à un moment donné, nommer un chat et dire que l'OCDE, depuis des années, ne fait rien sur cette question-là, rien de probant. Et bon, constater qu'il y a là échec. La diplomatie, elle consiste en quoi? Elle consiste à reconnaître ceci. Lorsque les Bahamas prévoient dans leurs droits qu'on puisse créer une exempted company, parce qu'on sait que toute structure est créée en fonction du droit. On ne crée pas une structure comme ça toute seule. C'est un droit qui fait qu'on peut créer une structure de droit, dite de droit. Bon. Donc, quand on peut créer une exempted company aux Bahamas, on le fait en vertu de la loi. Et la loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit l'exempted company peut inscrire n'importe quels actifs, être administré par n'importe qui, tenir ses réunions n'importe où, faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Bon, c'est ce que dit la loi. Bon. Et elle stipule seulement une chose. Il est interdit pour une exempted company d'avoir une activité sur notre territoire d'ordre économique. Vous vendez un poisson au coin de la rue, là, vous êtes obligé de payer des impôts et de vous enregistrer sous une autre forme. L'exempted company existe pour gérer des actifs qui ne sont pas présents sur le territoire. C'est complètement fou en droit.
c'est une sorte de créature qui sent en plein nez l'ingérence politique. Parce qu'il s'agit de dire, nous, petit pays, bon, géopolitiquement insignifiant, là, des Bahamas, aux petites entités même, seulement, en vertu de notre droit, qui est celui qui a l'envergure du conseil municipal de Saint-Jérôme, là, hein, nous allons créer une structure qui s'appelle une Exempted Company et par cela, nous allons légiférer sur la façon dont le capital est administré partout dans le monde, sauf chez nous. Bon, eh bien, évidemment que le Canada, si nous étions gouverné par des gens qui ont à cœur l'état de droit et qui n'étaient pas complices dans cette élaboration. J'en fais le détail dans mon bouquin, là, Paradis fiscaux, la filière canadienne. Ben, on mettrait sous pression cette législation-là en disant nous opposons à cette mesure qui, chez vous, consiste à légiférer sur des activités qui ont lieu sur notre territoire et non le vôtre. C'est même inscrit dans votre loi. Donc, il y aurait lieu de mener une fronde comme ça s'est fait dans un tout autre contexte entre les États-Unis et Cuba. Bon, on pourrait imaginer là, un rapport de force qui serait pas difficile à établir si c'était pas, au fond, l'oligarchie mondiale qui trouve un intérêt à ces lois votées par des micro-entités politiques. Maintenant, la réponse sur un plan disons, plus technique, elle n'est pas d'unifier et d'homogénéiser tous les régimes fiscaux du monde. Elle consisterait, par exemple, pour le Canada, à dire nous imposons désormais les multinationales en vertu d'un droit fiscal qui relève du 21e siècle et pas du 19e, au sens où on abandonne la question du lieu de résidence des entreprises. Il ne s'agit plus là d'imposer la filiale d'Amazon ou de Google ou de Starbucks qui est chez nous. Il s'agit de dire ceci, en vertu d'une méthode qui considère autant le capital, le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, je ne sais quoi, en vertu d'une méthode qu'on peut très bien élaborer. Désormais, le Canada impose les multinationales sur la base du pourcentage de revenus qu'elle doit à sa présence chez nous. Donc, au prorata du revenu généré par une entreprise chez nous, nous imposons une multinationale en considérant son bilan consolidé, c'est-à-dire l'ensemble de ses actifs. Une multinationale va dire à ses actionnaires, voilà, nous avons dégagé tant de millions ou milliards d'actifs cette année, voilà nos bénéfices. Ben, le Canada pourrait dire 8 5 10 selon le calcul de vos actifs sont dus à votre présence chez nous et c'est là-dessus que nous allons vous imposer, peu importe que les revenus soient rendus aux Bermudes, à Hong Kong ou au Belize. Bon. Et donc, c'est une approche qui pourrait être votée tout de suite. On nous dira, mais le Canada ne peut pas agir seul. C'est évident qu'Amazon va arrêter de faire des affaires ici au Canada si on vote une telle mesure. C'est évident que Coca-Cola va s'en aller, va se priver d'un marché de millions de consommateurs si on passe une telle mesure. Bon, on en est à ce niveau de ridicule dans l'argumentation. Cela dit, même s'il y avait cette peur, là, mettons qu'il y a cette peur que le Canada se fasse cavalier seul puis chasse les entreprises, comme on en a si peur, comme si on voulait des entreprises qui veulent rien payer mais tout avoir. Bon, on pourrait toujours dire, on va voter une loi plancher, c'est-à-dire le jour où un certain nombre de pays, disons de l'OCDE, auront voté une loi similaire, notre loi entre immédiatement en vigueur. Donc, ça pourrait autant concerner un certain nombre de pays de l'OCDE au prorata de la démographie. Bon, et puis dire, quand on atteint certains seuils, notre loi entre en vigueur parce que nous ne sommes plus seuls à penser de la sorte et nous agissons donc communément. Ce serait une formule envisageable. Vous en appelez en quelque sorte à un acte de souveraineté contre les multinationales. Je voudrais revenir au cas spécifique des GAFAM parce que le cas les cas qu'on a décrits jusqu'à maintenant, ce sont des cas dans lesquels il peut y avoir une transaction et donc un revenu qui a été explicitement généré par l'entreprise. Et même si on prend par exemple Netflix, vous signez un contrat en vous abonnant à Netflix, donc il y a eu une transaction qui a été faite sur le territoire, pourrait-on dire, canadien. Et là, c'était assez surréaliste dans les dernières années. Je pense que vous en conviendrez de voir que le gouvernement du Canada ne voulait même pas imposer la taxe de vente à une transaction comme celle-là. Mais si on pense à Google, par exemple, ou à Facebook, c'est-à-dire à des plateformes où il n'y a pas nécessairement de transactions, ce sont nos données qui sont utilisées, qui sont vendues à des annonceurs qui peuvent eux-mêmes être situés dans un autre pays physiquement, par exemple aux États-Unis, pour diffuser de la publicité sur les réseaux, c'est-à-dire sans qu'il n'y ait jamais véritablement de possibilité pour le gouvernement national de capturer de la création de valeur. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce cas spécifique
des GAFAM et surtout de l'utilisation des données et de la création de valeur à partir de données sans qu'il n'y ait nécessairement d'argent finalement qui a été dépensé par vous et moi ou par les consommateurs? Peut-être que c'est l'occasion de mesurer aussi le caractère dysfonctionnel aujourd'hui de l'impôt sur la consommation. On sait que c'est un impôt fort injuste parce que dès qu'on a une taxe de vente, elle pénalise beaucoup plus les faibles revenus que les acteurs nantis. Et c'est peut-être l'occasion, en tout cas pour ces entités-là, de penser déjà de s'assurer que l'impôt sur le revenu est réglé. Et peut-être d'y aller d'une taxe particulière sur l'usage d'une production qui est certes parfois personnelle, hein, et effectivement, elle constitue finalement une marchandise qu'on vend à des annonceurs ou à qui encore, hein, c'est intriguant, mais aussi l'usage d'une production médiatique faite par ailleurs. Je veux dire, quelqu'un peut très bien, par exemple, sur sa page personnelle, inscrire un lien qui concerne une dépêche produite par Radio-Canada ou par Le Devoir. Hein, et à ce moment-là, il y aurait lieu de penser une taxe spéciale visant à rétribuer les producteurs d'informations qui sont véhiculés sur Facebook, par exemple. Il faut faire preuve un peu d'imagination. Ce qui m'apparaît clair aujourd'hui, c'est de voir comment les multinationales, je bifurque un petit peu, mais il y a un point sur lequel je voudrais vraiment insister pour comprendre le pouvoir des multinationales. Les multinationales aujourd'hui, certes, ont un pouvoir très grand en termes d'influence, de contrôle, de manipulation aussi. Mais ce n'est qu'un aspect du problème. Ne voir que cet aspect-là, qui peut aussi passer par le lobbying, le financement des universités, la présence publique, par la commandite de prestige, ainsi de suite, même le financement de carrières politiques, aux États-Unis, ça se fait couramment. Au-delà de cet aspect-là, il y a aussi le pouvoir qu'ont les multinationales, on le voit très bien dans le cadre de cette crise sanitaire, de s'adapter. Et une multinationale est puissante en cela. Elle est puissante surtout de pouvoir s'adapter à toute conjoncture. Et ça, c'est vrai dans tous les secteurs. Une multinationale sera toujours plus à même de composer avec un pétrole dont le prix augmente ou dont le prix baisse. Ou une crise géopolitique qui fait que les États-Unis se braquent. Une multinationale pourra aller chercher des fonds en Chine, pourra insister sur telle étape de sa production plutôt que telle autre. Elle saura toujours, il faut composer avec la conjoncture sans nécessairement la contrôler, ce qu'une PME ne peut pas faire, et encore moins les particuliers. Les particuliers subissent les conjonctures. Et c'est en cela qu'il y a une force. Et pour ma part, je ne voudrais pas qu'on oublie qu'au-delà de tout ce dont il faut parler, et je suis ravi qu'on le fasse aujourd'hui, à savoir que les multinationales doivent être mieux encadrées, mieux imposées, mieux jugulées, mieux circonscrites, le problème des multinationales reste les multinationales elles-mêmes. Et c'est un problème qu'elles existent. C'est un problème qu'il y ait des structures aussi puissantes qui concentrent autant de pouvoir, ont aussi peu de mains dans des sujets aussi névralgiques que les communications, la culture, l'agroalimentaire, l'énergie, la pharmacologie et quoi encore. C'est un problème. Leur existence même est le problème. Ensuite, on peut essayer de les encadrer comme on peut, mais mesurant la difficulté pour ce faire, on se rend compte à quel point elles sont devenues autre chose que des entreprises, mais littéralement des pouvoirs souverains exerçant leur autorité sous une forme privée, sous une forme spécifique, mais des pouvoirs quand même, des pouvoirs qu'on ne saurait confondre au pouvoir d'un État, mais qu'on doit reconnaître comme tels. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui les chefs d'État reçoivent les représentants d'entreprises, les PDG d'entreprises, à la manière d'homologues. Avec des communiqués de presse, le tapis rouge, ainsi de suite, parce qu'on se reconnaît entre souverains. Je voudrais qu'on termine sur les horizons qui s'ouvrent peut-être à la faveur de la pandémie. D'un côté, je l'ai mentionné en introduction, les géants du numérique en particulier
se sont extraordinairement enrichis pendant les mois de la crise en 2020. On dit que les actifs de Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, ont doublé de 100 à 200 milliards de dollars. Et de l'autre côté, les États sont plus endettés qu'ils ne l'ont jamais été et vont devoir gérer une situation budgétaire extraordinairement difficile et des besoins très importants au cours des prochaines années. Et évidemment, ça pose la question, qui va payer? Et beaucoup de regards se tournent vers les multinationales, vers les géants du numérique pour au moins payer leur juste part. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste quant aux occasions qui vont s'ouvrir dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, en raison de la crise que nous avons vécue en 2020? Il n'y a pas lieu d'être optimiste quand on voit ce que font les décideurs publics depuis qu'on parle de ce problème-là, c'est-à-dire depuis 20 ans. Déjà, en ce qui concerne la crise sanitaire, le fait que les gouvernements décident d'y aller de plan de sauvetage, pour ainsi dire, en imprimant des chèques comme ça, en les envoyant en tout va, c'est une façon d'assurer le maintien du système en ce qui concerne l'oligarchie, les grandes banques, la haute finance, ainsi de suite, les grandes entreprises. Pourquoi? Parce que si on avait décidé, sinon, en vertu de la loi, une loi spéciale, par exemple, de geler les factures. On diffère les factures, on suspend les factures pendant X nombre de temps, de mois. Pourquoi forcer, par exemple, un restaurateur à payer son loyer quand la loi lui interdit d'ouvrir sa boutique? Et bien à ce moment-là, in fine, c'eût été les banques et les grandes entreprises qui eurent payé la note. Ils eurent payé la note. Mais ce n'est pas le cas dans un contexte où le gouvernement, finalement, en finançant les petites dépenses de millions de consommateurs, se trouve à assurer le maintien du régime. Comment est-ce que les choses peuvent changer? Moi, j'ai la conviction qu'on comprendra qu'il faut s'attaquer à ce problème frontalement et crûment le jour où il nous paraîtra clair que le problème des paradis fiscaux pour les peuples est exponentiel. C'est pas simplement une perte de revenus dans le trésor public, c'est exponentiel. Imaginez, je veux dire, les conséquences en cascade. Vous avez des entreprises qui arrivent à contourner le fisc comme un jeu d'enfant parce que les États, notamment le Canada, ont aménagé des échappatoires qui permettent de le faire légalement. Ce sont des milliards de dollars qui représentent un manque à gagner dans le trésor public année après année. Ça, c'est seulement le début du problème. Parce qu'après ça, les États, prétendant faire la lutte aux paradis fiscaux, prétendant en fait être en concurrence avec les paradis fiscaux plutôt, se disant captifs de la situation, imitent les paradis fiscaux et revoient à la baisse l'impôt sur le revenu des entreprises. Donc, non seulement les entreprises font une hémorragie financière aux États en transférant artificiellement des fonds à l'étranger ou en inscrivant des fonds à l'étranger qui devraient être comptabilisés ici, mais la part d'impôt qu'il leur reste à payer est revue à la baisse pour rester concurrentiel, pour pas que les capitaux qui restent s'enfuient eux aussi. Et à la fin des courses, que se produit-il? Le gouvernement n'arrive pas à équilibrer son budget, donc il emprunte aux instances qu'il n'impose plus. Et les entreprises dont on parle, ce sont aussi des banques d'affaires. General Electric, aujourd'hui, c'est surtout une banque avant de nous vendre des appareils électroménagers. Donc là, on emprunte aux entités qu'on n'impose plus pour équilibrer un budget qui souffre de manque à gagner en raison de ce phénomène-là. Et ça continue ensuite parce qu'on n'arrive jamais tout à fait à équilibrer le budget. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On tarifie les services. On crée des fusions entre le privé et le public. On demande aux entreprises de financer les universités sur la base, au fond, d'une ingérence, plutôt que de payer une juste part d'impôt qui permettrait à l'État de garantir l'indépendance des universités. On prive les gens de services auxquels ils avaient droit avant
en supprimant tout bonnement le soutien à l'État d'un grand nombre de structures, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, si on avait imaginé un monde sans paradis fiscaux, il faudrait tellement qu'on remonte la chaîne en partant de loin, en se disant, si nous étions dans un monde où les entreprises étaient payées à hauteur de 35%, comme c'était le cas en 1980, seulement au palier fédéral. Et si, dans cet ordre-là, le déficit public n'était pas aussi élevé parce que les entreprises paieraient leur juste part, et s'il y avait des services publics qui permettaient, à la population d'être plus à même, d'être autonome aussi. Et là, on rentre dans une spéculation qui n'est plus chiffrable parce que l'enjeu est trop vaste, est trop spéculatif, quoi. Mais le jour où on prendra la mesure du problème en ces termes-là, dans des termes qualitatifs, je pense qu'on voudra s'y attaquer beaucoup plus qu'en pensant que c'est simplement une affaire d'acrobatie comptable. Alors, si je comprends bien, vous nous conviez à un vaste programme. Merci Alain Deneau. C'était un privilège de vous recevoir à Arrêt sur le monde. Merci à vous, c'est un plaisir. C'est ce qui conclut ce deuxième épisode sur les GAFAM. Pour avoir un aperçu plus complet sur les enjeux liés aux géants du web, nous vous invitons à écouter ou à regarder l'épisode 1, les GAFAM, données et algorithmes. Merci d'avoir été des nôtres. Nous remercions, comme d'habitude, Savoir Média, le Cerium et l'agence France Presse qui nous permettent quelques instants de faire avec vous un arrêt sur le monde. À très bientôt.